Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil, de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez. Profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écouter. On attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, il y a toujours notre ami Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Armano. Aujourd'hui, je suis tout ému. On a un invité spécial dont le livre est sur ma table de chevet depuis un petit moment. Donc, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de démarrer la semaine. C'est vrai que t'arrêtes pas de me parler de cet invité et puis quand je t'ai dit qu'il était passé dans un des podcasts que j'avais déjà enregistré sur Nakan, tu m'as dit il faut absolument qu'on l'invite aussi sur Devenir triathlète. Donc, cher invité, bonjour à toi. Je vais pas révéler ton nom tout de suite. On va laisser un petit peu de suspense, mais déjà, bonjour. Bonjour, guys. Alors, on l'aura peut-être un tout petit peu reconnu à ton accent. Là, il y a un Belge, à l'occurrence Olivier, un Français, votre serviteur, et puis un Canadien, plus précisément un Québécois, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Moi, je suis originaire de la Suisse. Immigré au Lac-Saint-Jean, au Québec, quand j'avais 10 ans. On a toutes les nationalités. On représente bien la francophonie aujourd'hui. Ouais. Trêve de plaisanterie, cher invité. Nous avons l'habitude, dans ce podcast, de donner la parole à notre invité, justement, dans le premier épisode de la semaine, pour se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui es-tu ? Quel âge as-tu, si tu veux le partager ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu œuvres dans le domaine du sport ? Alors, je garde le nom pour la fin parce qu'on l'a toujours pas dit. Non, vas-y, tu peux le dire. Vas-y. Mon nom, c'est Blaise Dubois. Je suis né en Suisse en 1973, immigré au Lac-Saint-Jean, 2 heures au nord de la ville de Québec, au Québec. Et en fin de compte, j'ai grandi sur une ferme là-bas avant de me passionner pour la course à pied, le sport, la physiothérapie, faire mon cours universitaire à l'université de Laval dans la ville de Québec et de devenir physio, de travailler dans les cliniques de physiothérapie PCN, duquel je suis devenu un des copropriétaires. Et après ça, en 2008, de construire la Clinique du Coureur, qui maintenant est un organisme qui œuvre dans une quinzaine de pays à travers le monde, qui enseigne les meilleures pratiques sur la prévention des blessures et le traitement des blessures en course à pied. Et on est rendu 63, on enseigne en 6 différentes langues. Je pars dans 2 jours en Italie. Malgré tout ce qui arrive, là, on recommence à vivre un petit peu. Et voilà. Donc, de façon très synthétique, je finirai en disant que j'ai 4 enfants, je suis grand-père d'une petite fille, j'ai une blonde que j'aime et voilà. Je sais qu'en Belgique, on dit aussi physio. Physio, Blaise, tu peux nous rappeler ce que c'est ? Je crois qu'en français, on parle plutôt de kinésithérapeute, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, on a la même profession, on a les mêmes patients. Le cursus en France évolue en accéléré et j'en suis vraiment très heureux. Entre autres, ça devient un master universitaire. Je crois que ça a été décidé il n'y a pas très longtemps de façon finale, pas en français, me semble-t-il. Alors au Québec, on a la chance d'avoir l'accès direct, donc pas besoin de prescription médicale. On a une expertise sur le diagnostic qui est très poussée. On a des pratiques avancées aussi sur la prescription de radio et de médication qui commencent à être en place. Et on étudie dans les facultés de médecine au Québec, ce qui donne une liberté, en fin de compte, de praticien qui est vraiment intéressant et une expertise qui est très riche. Et on voit que la France, en fin de compte, il y a toute une nouvelle génération de kinés français qui pousse dans ce sens-là. Et là, c'est en train de débloquer. Donc, je suis très heureux d'aller en France très fréquemment, d'avoir beaucoup de collègues kinés français. Je connais le haut niveau d'expertise aussi des kinés français et voilà, moi j'espère juste qu'ils aient très rapidement l'accès direct, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de cette prescription médicale d'un médecin qui, s'il n'est pas médecin du sport, a souvent des compétences très limitées en musculo-squelettique, malheureusement.
et que le kiné a une place à prendre dans ce marché-là, certainement. Je te l'ai dit dans ce podcast, le premier épisode de la semaine, il est consacré véritablement à notre invité, un peu à son cursus, à son histoire. Toi, déjà, d'un point de vue sportif, avant de passer sur l'aspect physio ou kiné ou musculo-squelettique et autres, sur l'aspect sportif, quand est-ce que tu as découvert le sport? Est-ce que tu pratiques toi-même et quand est-ce que ta pratique s'est intensifiée? Alors moi, j'ai grandi dans les montagnes suisses, dans les Franches-Montagnes, dans un petit village qui s'appelait Seux, entre autres, avant d'immigrer au Québec. Et j'étais très actif. Je bougeais beaucoup, je courais partout. Je partais le matin, ma mère avait aucune idée où j'allais. J'avais 7, 8, 9 ans. Je me souviens que c'est à l'âge de 7, 8 ans à peu près, j'ai fait je suis parti à la course voir ma grand-mère qui était à 7 km dans un village en bas de la montagne. Et j'ai dit à ma mère, je vais partir à la course pour aller voir ma grand-mère. Et ça a été le début, en fin de compte, de mon histoire avec la course. C'est-à-dire découvrir le plaisir qu'on peut avoir à produire des endorphines et à avoir chaud et à se laisser aller. Et je me souviendrai toujours de ce premier jogging parce que il faisait très chaud, j'avais surchauffé un peu et j'étais arrivé chez ma grand-mère et là, le verre d'eau, les Klopfni, tout ce qu'elle m'avait cuisiné, là, c'était magique. Et je suis tombé en amour avec la course à pied cette journée-là. Après ça, on a immigré au Québec. Alors au Québec, j'avais un mini talent pour la course à pied à l'école parce que bien évidemment à l'école, je gagnais les 1000 mètres et les cross-country régionales, les petites courses. Mais après ça, on fait les championnats régionaux et là, on se place sur le podium. Et là, après ça, on va au championnat provincial. Là, on se fait complètement démolir, mais au moins, on voyage, on se fait des copines. Et en fin de compte, il y a cet amour pour la course à pied qui a grandi comme ça à travers mon cursus secondaire, je vais dire, au Canada. Et après ça, en fait, j'ai couru après ça pour le Rouge et Or à l'Université Laval. Dans le temps, c'était pas très relevé. Moi, j'étais un très mauvais coureur. J'étais un coureur de 800 mètres initialement. C'est là où j'avais les meilleures qualités. Mais pour vous donner des chiffres, pour vous montrer comment j'étais pas très bon, j'ai jamais réussi à briser le 2 minutes. Donc, j'ai fait 2,01 et finalement, comme sur 1000 mètres, j'ai fait 2,41. J'ai jamais brisé le 2,40 et voilà. Donc, j'étais un coureur de cours, pas très bon, mais qui avait une passion pour la course à pied qui était importante. Et je me suis dit, si tu vas aller aux Olympiques, c'est clair que c'est pas comme coureur que tu iras. Donc, deviens physiothérapeute. Et là, j'ai fait mon cursus à la faculté de médecine de l'Université Laval en physio. Et j'ai commencé à travailler avec l'équipe canadienne d'athlétisme en 2001. Et j'ai eu la chance, encore une fois, de faire plein de jeux. Les Jeux de la francophonie, les Jeux Paname, Championnat du monde universitaire et ainsi de suite. J'ai fait tous les continents avec l'équipe canadienne. Donc, toujours des voyages de 2 semaines à peu près. On arrive là en camp d'entraînement, on vit les Jeux, on revient. Donc, pas un suivi adéquat avec les athlètes, c'est plus éteindre des feux, être sur place, mais quand même vivre des expériences très riches comme humain, avec plein de gens vraiment cool. Et c'est un peu ça mon histoire de course. Et là, comme coureur de 800 mètres, je me suis recyclé en coureur de route, parce que quand la piste a terminé, j'ai commencé à faire du 5 et du 10 km. Alors là, j'étais encore plus mauvais. Mon meilleur chrono sur 5 km, c'est 16,56. J'étais vraiment... Et après ça, un jour, j'ai décidé de faire un marathon avec un ami qui est tombé à la retraite, qui est David Gill, qui lui est un coureur de 800 mètres qui faisait quand même une 47, qui était sur l'équipe nationale, que j'ai entraîné pendant plusieurs années et avec toute une équipe autour de lui, bien évidemment. Et après ça, on a fait un marathon ensemble. On s'est enregistré un marathon comme ça pour le plaisir. Et c'est un peu après que j'ai commencé à faire de l'ultra-trail, du pseudo-ultra-trail. Le plus long que j'ai fait, c'est 75 kills. Parce que finalement, tous mes entraînements, quand tu deviens un petit peu plus vieux, tu préfères partir dans le bois qu'aller sur la route. En tout cas, c'est mon cas. Au Canada, des sentiers dans la forêt, il y en a des magiques. On peut courir des kilomètres et des kilomètres. Et comme je ne m'entraînais qu'en trail, j'ai commencé à courir en trail. J'ai commencé à découvrir le trail dans mes voyages aussi vers l'Europe parce qu'au Canada, c'était pas aussi développé. Alors, quand tu vis le marathon du Mont-Blanc, l'UTMB, c'est sûr que ça allume un peu. Un peu plus tard, la Diagonale des Fous. Là, c'était vraiment dans le piton de l'Exas. Quand je suis rentré dans le cirque de Mafate pour aller voir ce qu'il en était, c'était vraiment particulier. Et là, j'ai eu, depuis donc maintenant, je vais dire 15 ans peut-être, je ne fais que du trail et
au grand plaisir, à mon grand plaisir. C'est une longue introduction sur la course à pied, mais bon. Il y a plein de choses à voir. Évidemment, il y a plein de questions qui émergent. Quand tu accompagnes des équipes en tant que kiné comme ça pendant 2 semaines, comment ça se passe? Tu fais quoi? C'est quoi ton rôle finalement? Alors, il y a des jeux où c'est des jeux un peu plus petits où on joue vraiment le rôle du médical. Je me souviens d'avoir géré des trousses de crème antibiotiques et de toutes sortes de trucs parce qu'il n'y avait pas de médecin sur l'équipe. Donc là, on gère un petit peu plus. Mais sinon, bien évidemment, les athlètes, leur problématique, c'est souvent des composantes musculo-squelettiques. Donc, on fait le diagnostic, on oriente les athlètes, on éteint des feux, on prescrit la médication appropriée aux besoins et on suit l'ensemble des athlètes de l'équipe. Quand je fais des jeux comme les Panames, les championnats du monde universitaires ou les Jeux de la francophonie, par exemple, qui étaient une année au Niger, une année à Ottawa, là, on a toute une équipe autour de nous. Donc là, il y a des médecins, il y a d'autres professionnels de la santé, il y a des massos. Et là, on va faire un peu de massage, beaucoup de diagnostics et de conseils finalement pour bien gérer, des tapings, des trucs comme ça. En 2 semaines, on éteint des feux. On fait pas de prévention. Les blessures, souvent, les athlètes arrivent avec des petits bobos et puis on essaye de les gérer le mieux qu'on peut. Donc, ça ressemble à ça, mais là, ma vie est très occupée depuis plusieurs années maintenant avec la clinique du coureur. Donc, je me suis rendu indisponible avec l'équipe nationale. Donc, je ne voyage plus trop avec eux. Les derniers jeux que j'ai faits, c'était en Chine pour les universitaires, je crois. En tout cas, ça fait déjà quelques années. Donc, voilà. Justement, quand tu dis que tu accompagnais l'équipe nationale, c'était sur tout sport confondu ou sur un sport spécifique? Non, alors moi, je me concentrais sur tout ce qui était athlétisme et quand il y avait plusieurs professionnels, je me concentrais sur course de fond parce que c'est là qu'est mon expertise. Donc, par contre, tu peux, comme physiothérapeute, faire des jeux importants où tu te rends disponible comme physio et là, tu es dans le village et tu traites n'importe quel athlète. Mais bien évidemment, moi, j'ai aucune expertise dans beaucoup de sports d'hiver, entre autres, et c'est pour ça que je me concentrais sur l'athlétisme et la course de fond principalement. Problème de connexion, mais j'ai cru entendre que tu parlais de la Diagonale des Fous. Là, tu accompagnais ou tu participais à la Diagonale? Parce que tu nous as dit, le max que tu as fait, c'est 75 km. Donc, je comprends plus, je suis perdu. Oui, alors, je suis allé quand même 3 fois à l'île de la Réunion. Alors, j'allais enseigner des cours pour la clinique du coureur. Et j'ai découvert le cirque de Mafate il y a une année avec ma copine. En fin de compte, on a exploré les cirques à la course. Donc, c'était génial, sans s'inscrire à une course. Et en 2019, juste avant le confinement, juste avant la crise COVID, on est parti 40 athlètes, les guerriers du Grand Raid. On est parti 40 du Québec et de l'Europe pour aller à l'île de la Réunion pour courir une des 3 courses, c'est-à-dire la Mascareigne, 65 km, le Bourbon, c'est ça, et la Diagonale. Donc, il y a les 3 courses. Et cette année-là, moi, j'ai couru avec Thomas-Laure Blanchet la course, la Mascareigne, le 65. Alors, pauvre lui, pauvre Thomas-Laure Blanchet, en fin de compte, il décide de m'accompagner, mais c'est pas ce qui l'attend, en fin de compte, un Blaise complètement démoli après 20 km. Donc, ça a été un chemin de croix jusqu'à 65. Il m'a quand même attendu dans les ravitaux, donc 2 fois 1 heure, 1 heure et quart dans les ravitaillements. Ça a été une éternité. C'est la course la plus longue que j'ai faite de ma vie, pas en distance, mais en temps. Ça allait pas du tout. Donc, il a fait le chemin de croix avec moi. Il m'a même pris en photo en train de souffrir, en train de mal aller et tout. Bon, voilà. Mais c'était quand même une riche et belle expérience. C'est le dernier trail que j'ai fait assez long comme ça, qui me questionne sur est-ce que je vais en faire d'autres, mais j'aimerais bien quand même. Le confinement est arrivé à point, donc après ça, il n'y avait plus rien eu, donc ça m'arrangeait très bien de me reposer de cette course. C'est une longue période de récupération. Voilà. Olivier, je crois que j'ai déjà le titre de l'épisode d'aujourd'hui, ce sera du 800 au 80 000, n'est-ce pas? Tu parlais de photos. En général, on demande à nos invités de nous partager 4-5 photos pour pouvoir illustrer les posts, donc si tu peux nous partager celle de Thomas qui te prend en photo en train de souffrir, ça peut être sympa comme présentation. Alors, je pense que je ne l'ai plus, mais si vous demandez à Thomas, je crois qu'il l'aurait sous la main. Bah écoute Blaise, merci pour cette longue présentation. Revenons sur la clinique du coureur. Tu nous as expliqué un petit peu quel était ton parcours. Tu nous as dit que tu avais laissé de côté ta contribution à l'équipe nationale canadienne pour les accompagner pendant les différents jeux, que ce soit les Jeux Olympiques, les Jeux de la francophonie, les Jeux panaméricains, pour te consacrer justement à la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette clinique du coureur? Je doute qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, mais admettons. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la vocation de cette clinique? Et puis surtout, d'où vient-elle? Alors, la clinique du coureur est née sans titre en 2005 quand j'enseignais des cours pour les professionnels de la santé.
Moi, j'étais un jeune physio. 2005, j'avais peut-être 7 ans de pratique à peu près, et je donnais des formations aux professionnels de la santé, médecins, physio, chiro, kiné, podo, podiatre, sur la prévention des blessures et comment on traite les coureurs. Et il y avait des notions dans ces cours-là qui bouleversaient beaucoup les pratiques et qui rendaient ce cours assez riche. Et en fait, j'ai dit à ma copine, en fin de compte, ce cours-là, il faut qu'on aille l'enseigner partout dans le monde parce que, en fin de compte, la littérature scientifique nous amène des pratiques qui sont différentes de celles qu'on utilise actuellement. Donc, on utilise, on ne sait pas trop pour quelles raisons, mais clairement, il y a une place à amélioration sur les bonnes pratiques. Et ce qu'on a fait, en fait, moi je suis kiné, donc j'ai des patients, je travaille 5 jours par semaine, donc ça c'était en parallèle, la fin de semaine j'enseignais, le soir je montais des cours et tout. Et j'ai dit à Isabelle, il faudrait que je sois meilleur en anglais pour pouvoir faire le tour du monde avec ce cours-là. Donc mon anglais était pas très bon, tu sais, j'ai des origines suisses, donc juste mon accent déjà ne marche pas avec l'accent anglais, donc... Et là, on a décidé de partir 3 mois sabbatiques. Donc, j'ai laissé la clinique, mes collègues ont repris mes patients. J'ai laissé la clinique PCN à Québec et je suis parti 3 mois dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais. Donc, je parlais anglais, mais pas très bien. Donc, j'allais à l'école l'après-midi. Isabelle y allait le matin. On s'occupait des enfants. On était dans une famille d'accueil. Pendant 3 mois, on ne s'est pas parlé en français. Et en fin de compte, on est revenu de ce voyage. J'avais absolument rien appris de plus en anglais parce que je suis tellement dur d'oreille, j'ai tellement de la difficulté avec les langues que j'étais toujours aussi mauvais. Mais pendant ces 3 mois, j'ai pondu la clinique du coureur sur papier, un site web, du référencement via le site web des professionnels qui font nos formations, la structure, le logo, l'image, etc., etc. Et je suis revenu de ces 3 mois, en fin de compte, avec cette idée de la clinique du coureur. Et j'avais David Gill, je vous en ai parlé dans le premier épisode, qui était un athlète élite que j'ai coaché, qui était un ami et qui, lui aussi, est un gars de business et qui, en fin de compte, m'a aidé, en fin de compte, dans le démarrage. Parce que lui, il avait déjà un site web. Donc, on a fait faire un logo, on a fait faire un site web et on a commencé à avoir une portée avec le web qui était plus grand que la province de Québec. Et là, on a commencé à enseigner partout au Canada. On est allé aux États-Unis, on est allé en Suisse, en France. Et là, ça a décollé, ça a parti et la clinique du coureur a grossi tranquillement. Alors au début, il y avait moi. Ma blonde qui était enseignante a arrêté l'enseignement pour venir avec moi dans la clinique du coureur. Donc, on travaillait à 2 parce qu'il fallait planifier les voyages et tout. Donc, c'était quand même compliqué. Ta compagne, c'est justement Isabelle, celle dont Isabelle, exactement. Ma blonde, excusez. Au Québec, on dit ma blonde. Elle est brune, mais c'est ma blonde. Et puis toi, t'es son chum, c'est ça? Exactement. Et moi, je suis son chum. Et en fin de compte, à 2, on développe ça tranquillement. Et là, on a besoin d'aide parce que là, il y a de la demande. On a besoin de support au niveau du web et tout. Donc, on engage l'Emmanuel et après ça, ça défile. Et là, on est 12 au Québec dans le corps, au Canada, dans l'équipe centrale. Puis après ça, on a fait une entité légale et fiscale indépendante qui est l'entité France, avec Flavio et Florence qui sont les 2 qui ont parti la clinique du coureur France. Et on s'est accopiné à des enseignants, à des professionnels qui avaient ce désir comme nous d'enseigner les meilleures pratiques. Et là, ça a fait des petits. Et là, on est 63, on est dans plein de pays et voilà. Donc ça, c'est l'histoire grossièrement de la clinique du coureur qui est partie tout petit et finalement avec ce désir d'enseigner les meilleures pratiques aux professionnels, en fin de compte, est devenu quelque chose de considérablement gros parce que maintenant, on a une équipe de recherche, on a tous les enseignants ensemble, on a plus de 300 publications scientifiques ensemble, on fait une veille systématique de la littérature qui est menée par Jean-François Esculier. Et on a une entité en France. Là, je pars jeudi, donc dans 2 jours, en Italie. Donc, ça sera décalé par rapport à l'émission, mais je vais partir en fin de compte la compagnie italienne et on fait la même chose en Italie, au Japon, aux États-Unis, etc. Voilà. Génial. Wow. Et ton constat de base, en fait, c'est de te dire, il y a un décalage entre les données, les études scientifiques et la conception commune de monsieur et madame tout le monde, donc toutes ces légendes urbaines qu'on retrouve dans le sport et finalement je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la nutrition par exemple, que ce soit dans la pratique du sport, enfin dans énormément de domaines finalement. C'est quelque chose qu'on voit où la science en fait est loin d'être
ce qu'on a l'habitude d'entendre au coin de la rue, quoi. Exactement. Alors, il y a deux choses. Il y a le gap, l'espace qui existe entre la littérature scientifique et la pratique médicale. Donc là, il y a déjà quelque chose qu'il faut combler. Les professionnels de la santé font des choses qui sont complètement aberrantes. Parfois, pas toujours, bien évidemment, mais des choses qui ne sont pas evidence-based, qui ne sont pas basées sur les données probantes. Donc, il faut qu'on essaye de raccourcir ce gap. Alors, dernièrement, les médias sociaux comme Twitter, par exemple, pour les professionnels de la santé, a grandement réduit ce gap. Si tu as un désir actuellement, en 2021, d'être à jour au niveau scientifique, il y a quand même, si tu as le désir, il y a quand même une possibilité, quelque chose qui est offert pour te rapprocher finalement des bonnes pratiques au niveau scientifique. Et des groupes d'experts comme la clinique du coureur sur la course à pied, il y en existe pour la douleur chronique, il y en existe pour toutes sortes de choses. Et quand tu sais si ces groupes-là sont des groupes de confiance, en fin de compte, ben, tu peux vraiment améliorer ta pratique par rapport à ce qu'on faisait il y a 10-15 ans. Mais après ça, il y a un autre gap entre les professionnels ont des connaissances, on a des meilleures pratiques, mais dans la population, qu'est-ce qui se fait? Et le problème avec ça, c'est que dans la population, il se fait beaucoup de choses qui sont très teintées par le marketing des marques, par les influences commerciales, et c'est ça un peu qui est problématique actuellement dans notre monde au niveau des bonnes pratiques. Et c'est un peu à ça que la clinique du coureur se heurte et, je vais pas dire combat, mais se bat quotidiennement, en fin de compte, pour dénoncer, en fin de compte, des pratiques qui sont pas adéquates, qui sont non basées sur les données probantes et qui ont un aspect beaucoup plus, un désir beaucoup plus de vendre un produit plutôt que d'améliorer vraiment le sort des individus qui sont blessés. Alors, je pense que ça, on pourra en reparler justement dans les épisodes de demain et suivants, mais sur la partie gap entre les données scientifiques, les publications scientifiques et puis la mise en pratique par les professionnels de santé, est-ce que tu crois que ça peut s'expliquer aussi par cette formation qui est parfois très longue? Je pense pour les médecins, on est à 10, 12, voire plus d'années d'études et un manque peut-être de mise à jour dans les années qui suivent. Pareil pour les professionnels de la préparation physique, par exemple, un entraîneur va faire son diplôme, va faire sa formation et puis il va finalement retranscrire ce qu'il a appris pendant ces années d'études, mais est-ce qu'il va avoir la capacité de se mettre à jour avec les dernières techniques, avec les dernières publications scientifiques? Ça, c'est autre chose, non? Oui, et c'est ça qui est complexe un peu. Tu sais, nous, on a toute une équipe de recherche, on trie dans la littérature à peu près 2500 titres à tous les mois. À tous les mois, il faut qu'on trie 2500 titres relatifs à la course à pied pour garder ce qui est pertinent pour les professionnels de la santé. Donc, il y a un travail de fond important. Et là, on est dans le domaine de la course, mais imaginez, il y a le domaine des lombalgies, le domaine des douleurs chroniques, il y a toutes sortes de choses en sciences médicales. Donc, quand tu es médecin, surtout quand tu es généraliste et que tu touches à tout, c'est très complexe de se tenir à jour sur tout. Tu es obligé de faire référence à des sociétés savantes ou des groupes d'experts pour que eux te nourrissent de choses synthétiques et de choses simplifiées. Donc, il y a une complexité. Par contre, on disait qu'il y avait un gap de 10-15 ans entre la science et les pratiques il y a justement 10-15 ans. Mais la réalité actuellement, c'est plus la même. Celui qui a le désir d'être à jour, il arrive vraiment avec les nouveaux médias, avec les groupes d'experts à travers le monde, de vraiment se tenir à jour sur plein de pratiques. Donc, on espère, moi je vois quand même une réduction de ce gap entre les bonnes pratiques et les bonnes pratiques terrain et ce qu'on observe dans la littérature scientifique qui devrait nous faire changer d'avis si jamais on a des mauvaises pratiques. Parce que c'est un peu ça le truc, c'est que quand on a une mauvaise pratique installée de longue date, ben on a besoin d'arguments pour dire « OK, je vais arrêter de faire telle chose, je vais changer de pratique ». Et c'est là que c'est un petit peu compliqué parfois pour les professionnels. Et puis j'imagine que ce qui peut être parfois difficile aussi, c'est de faire la part des choses. Je pense que même dans les études, on peut trouver tout et son contraire. Il y a des études qui sont plus indépendantes que d'autres aussi. Donc même si on veut se renseigner, j'imagine que c'est peut-être pas toujours facile non plus. T'amènes un très très bon point. Les professionnels de la santé sont souvent des mauvais juges par rapport à la littérature scientifique s'ils lisent la littérature scientifique directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas les connaissances comme professionnels de la santé pour juger souvent des aspects statistiques ou des biais méthodologiques qui peut y avoir dans une étude. Et c'est un peu à ça que sert la clinique du coureur sur ce domaine de la course à pied, parce que tu le dis, des articles, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non.
Mais la tendance de l'évidence n'est jamais tout noir ni tout blanc. Elle est toujours dans les nuances de gris et on est toujours il y a une tendance, et les professionnels, on vit très bien avec cette incertitude. Hein. Les gens aiment bien le oui ou le non, mais nous, on vit très très bien avec cette incertitude qui est existante dans le monde médical. Et on sait qu'il y a une tendance vers, il faudrait faire telle chose plutôt que telle chose. Et oui, les tendances de l'évidence et les évidences scientifiques vont moduler notre pratique. Moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant et il y a beaucoup de choses que j'ai complètement délaissées parce que la littérature scientifique m'a fait changer d'idée. Une pratique évolutive, une pratique qui s'améliore dans le temps, se doit d'être suffisamment agile pour pouvoir changer quand la littérature scientifique nous dit là les tendances ne sont plus à telle chose mais à autre chose et ça veut pas dire que ça changera pas dans le futur. Ouais, donc comme quoi ça sert à rien d'être dogmatique finalement sur une méthode de pensée ou enfin voilà, on voit des gens parfois qui sont limite fanatiques qui disent voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement et en fait il faut rester ouvert d'esprit mais c'est pas toujours évident et je pense qu'il y a aussi le sujet du tu le mentionnais tout à l'heure des lobbies industriels donc que ce soit dans ça peut être dans les équipements de sport, enfin ça peut être dans le domaine de l'agroalimentaire, ça peut être dans le domaine de la pharmaceutique, ça peut être enfin voilà, je pense que dans tous les domaines, il y a toujours un lobby industriel qui est quand même assez important et donc on va retrouver des études par exemple qui sont financées par certaines de ces entreprises qui ont un intérêt et donc pareil, je pense que c'est pas toujours facile non plus de faire la part des choses. Effectivement, alors là tu viens de nommer plein de choses et là on peut en parler pendant des heures et des heures. On pourrait parler du Gatorade sur les conseils d'hydratation, on pourrait parler des compagnies de chaussures, des équipementiers qui nous recommandent de l'amorti pour prévenir les blessures. Toutes des choses qui d'un point de vue scientifique qui sont complètement aberrantes mais font du sens d'un point de vue logique simpliste on va dire et qui sont promues de façon importante parce que ce qu'on vend c'est quelque chose de différenciateur de notre compétition. De disruptif, c'est très à la mode comme terme en ce moment. Et on veut se différencier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On bonifie les technologies, on valorise nos produits avec de la nouveauté, avec différentes choses. Et cette course, en fin de compte, à la nouveauté et à la technologie, en fin de compte, est vraiment, on s'égare complètement au niveau de plein de choses et tout le monde tombe dans le panneau. Et un sujet que j'adore, c'est les fameuses nouvelles chaussures de performance. Là, il faut qu'on en parle. Là, parce que on va en parler. Celle avec la petite lame de carbone, c'est oui, ça? mais c'est parce que moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est que je ne trouve plus de personnes qui ne sont pas convaincues de l'avantage de ces chaussures-là. Ah, moi, je suis pas convaincu. Bon, alors, c'est bien, on en parlera, mais c'est tellement... On les trois, c'est déjà ça. Voilà, alors c'est tellement cristallisé dans l'inconscient collectif, en fin de compte, que maintenant, on se pose même plus de questions. C'est juste normal. Il y a un an, on disait « Ah, un nouveau record du monde à cause des chaussures. » Maintenant, on parle même plus des chaussures, c'est juste à cause d'elles et c'est normal, toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la science qui est en arrière de ça. C'est, est-ce que vraiment ces chaussures-là améliorent les performances? Et si oui, de combien? Et qu'on précise ces choses-là, parce que là, on s'égare complètement. Et ils en vendent, et ils en vendent, et ils en vendent. Et cher en plus. On vend plus parce que ça, que là. Plus ça va, et plus le prix de la chaussure augmente beaucoup plus vite que le prix du pétrole, n'est-ce pas? Effectivement. Ouais. Et c'est finalement parce que tu regardes, je sais pas, tu regardes les participants à un marathon, par exemple, n'importe où dans le monde, la très grande majorité seront persuadés de tous ces arguments marketing finalement qui sont pas forcément soutenus par la majorité des études scientifiques, quoi. Exact. Et donc la clinique du coureur, finalement, le boulot de la clinique du coureur, c'est justement de démontrer ces problèmes-là et de faire valoir la vérité, quoi. Ouais, moi comme consommateur, si je fais un marathon et que je veux améliorer mes performances, j'ai le goût de savoir si ça vaut la peine que je paye 300 € pour une paire de chaussures. J'ai envie de savoir ça. Et la clinique du coureur, en fin de compte, qui n'a aucun biais commercial, parce que c'est important de le mentionner, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucun financement ou quoi que ce soit d'aucune compagnie, que ce soit de nutrition, de chaussures, de n'importe quoi. On est totalement libre intellectuellement de dire ce qu'on veut. Et en fin de compte, notre critique est extrêmement aiguisée, mais extrêmement rigoureuse. L'idée, c'est de s'exposer et de se prêter au jeu de la critique externe et ne jamais se faire prendre en défaut. En fait, j'ai eu la chance de faire encore une fois dans mes tours du monde une dizaine de débats, que ce soit en Australie, que ce soit en Suisse, que ce soit en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada. Des débats... T'as quand même donc bien amélioré ton anglais depuis. Oui, quand même un petit... oui, mais on peut débattre avec un très mauvais anglais et ça passe. Le but, c'est qu'ils te comprennent, point.
Mais le point, en fin de compte, c'est que quand tu débats, quand tu te mets sur la scène publique, en plus que maintenant, je n'accepte pas un débat qui n'est pas filmé pour être certain qu'on ne dise pas de bêtises et qu'après ça, il y ait des traces, parce que j'ai eu des expériences de débat où les gens disent n'importe quoi, mais après, s'il n'y a pas de traces, on s'en fout. Et ces débats-là sont extrêmement riches, encore une fois, pour faire évoluer nos connaissances et notre niveau de conscience par rapport, justement, aux biais commerciaux qui contaminent la science, nos connaissances, nos manières de voir les choses. Et bien évidemment, les débats ont beaucoup été sur la chaussure, la technique et parfois d'autres petits sujets, mais il y en a plein des sujets comme ça qui nécessitent de se questionner puis d'aller plus loin que ce que tout le monde achète facilement. Tu sais, on est dans un monde de consommation rapide. Internet me dit quelque chose, Facebook me dit quelque chose et j'absorbe et j'ai des croyances qui se forment à travers tout ça. Il faudra quand même que tu nous donnes des références, on les mettra dans les notes de l'épisode, sur vos homologues, mais dans d'autres choses que la course à pied. Donc on l'a compris, pour les pieds, c'est la CNI du coureur, mais j'aimerais bien avoir la même chose pour l'alimentation, pour l'automobile et tout ça. Hein. Je pense que tu as des homologues quand même qui font ça, non? Alors pour la nutrition, la clinique du coureur s'en occupe aussi avec... on a 2 nutritionnistes dans l'équipe, 3 nutritionnistes, mais j'ai découvert un nutritionniste en Suisse, français en Suisse, Anthony Berthoud, qui en fin de compte avait exactement la même... tu sais, la clinique du coureur, sa philosophie, sa maxime, c'est la santé par la course à pied. Et Anthony, c'était la santé par la nutrition. Et là, j'ai dit, il y a un fit, il y a quelque chose. Et j'ai parlé un peu avec Anthony et clairement, on a la même vision. C'est vraiment... donc, mon homologue sur la nutrition, clairement, c'est Anthony Berthoud. Anthony, maintenant, donne des cours avec la clinique du coureur, en fin de compte. Oui, que j'ai pu suivre d'ailleurs il y a 2 ans. J'ai suivi une formation justement de la clinique du coureur en micronutrition des sports d'endurance avec Anthony, justement, qui était de passage à Bruxelles. J'avais fait l'aller-retour depuis Paris à ce moment-là parce que je vivais à Paris et effectivement j'ai trouvé ça passionnant. Alors je me suis retrouvé dans une salle avec je pense qu'on était 27, il devait y avoir 26 kinés et puis moi qui était consultant en management, donc vraiment rien à voir. donc c'était parfois un petit peu technique mais j'ai pris énormément de notes, j'ai vraiment adoré et pour moi c'était passionnant et Anthony aussi est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Ouais. Alors, je te rassure, hein, moi, le premier cours que j'ai fait avec Anthony, j'ai compris juste la moitié aussi. Donc, Anthony est à un autre niveau. Donc, c'est correct. On a parlé longuement hier de tous ces biais un peu commerciaux qui nous assaillent de toutes parts et qui parfois nous font faire des choix qui sont pas forcément idéaux. Moi, je voulais dire que les croyances sont quand même la vie dure parce que ce week-end, j'ai eu la chance de croiser par le plus grand des hasards 2 coureurs qui faisaient leur dernier entraînement avant un ultra en Italie. J'ai l'habitude de courir en ultra depuis quelques temps et les gars m'ont dit mais c'est quoi tes chaussures? Donc on a échangé un petit peu et un d'eux m'a dit non, moi je cours que en Hoka parce que j'ai besoin d'amorti, j'ai besoin que ça tienne, j'ai besoin d'avoir quelque chose au pied et forcément quand j'ai commencé à lui parler de mon souhait d'envisager encore plus de transition vers le minimalisme, à savoir je voudrais juste tester les sandales, j'ai presque une impression d'avoir dit un gros mot. Alors toi Blaise, qu'est-ce que tu penses de ces modes de course qui évoluent avec amorti, sans amorti, sandales, pas sandales, chaussures minimalistes ou pas? Déjà, est-ce que tu peux nous aider à décrypter ces mots? Je vais retourner dans mon historique. Moi, quand j'étais plus jeune, je courais universitaire et on avait des chaussures qui commençaient à être pas mal maximalistes. Dans les années 2000, il y avait beaucoup d'amortis. Il y avait des élévations au niveau du talon, ce qu'on appelle le drop, entre le différentiel entre l'arrière et l'avant-pied, qui était en moyenne de 16 mm, mais qui allait jusqu'à 24. Et c'était le standard de la chaussure de course dans le temps. Donc, on courait en talon haut, en fait. Ben, presque, oui, effectivement. Et moi, quand j'étais physio, je me suis intéressé à cette question de chaussure pour dire, OK, mais pourquoi les talons sont surélevés par rapport à l'avant-pied? Alors, la question est toute simple, hein, elle semble bête, mais j'ai jamais vraiment trouvé de réponse très claire à cette question. Et en fouillant dans la littérature, en demandant des experts XY dans le temps, j'avais à peu près aucune réponse à tout ça. Et c'est un bon exemple d'évolution de la chaussure où initialement il y a peut-être une raison médicale, scientifique, décharger le tendon d'Achille, on ne sait pas trop, mais qui tout d'un coup va rester parce que la moyenne actuellement des drops, des différentiels est à 10 et elle est passée de 16 à 10, on ne sait pas pourquoi. Hein? Tout d'un coup, l'industrie a dit on va réduire les drops et là, c'était un peu dans la tendance et le mouvement un peu plus minimaliste. Et tout d'un coup, l'industrie a rigidifié les semelles. Tout d'un coup, elle a commencé à alléger les chaussures. Et en fin de compte, il y a plein de choses qui se produisent comme ça, qui ont des visées qui sont
purement marketing et qui ne sont pas supportés ni par la littérature scientifique, ni par des influences, je vais dire, médicales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour faire ces choses-là d'un point de vue médical. Et la chaussure a évolué vers le monstre technologique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des technologies pour contrôler la pronation qu'on a considéré longtemps comme étant un problème. Ça, médicalement, on considérait que c'était un problème, on le considère encore malheureusement maintenant, quand toutes les évidences montrent que la pronation n'est pas un problème, n'est pas causale aux pathologies d'appareils locomoteurs, que les chaussures ne réduisent même pas la pronation, même si on met des antipronateurs dans les chaussures. Donc, beaucoup, encore une fois, de fausses croyances autour de cette partie de technologie. Les chaussures aussi ont évolué avec de l'amorti. Et on a eu, il y a à peu près une dizaine d'années, avec le livre Born to Run de Christopher McDougall, une grosse vague en Amérique du Nord vers le minimalisme, le retour aux sources, le pied nu. Et ça a contaminé beaucoup la population générale et l'ensemble des compagnies qui ont tous produit, pour prendre ces parts de marché grandissantes, qui ont tous produit des chaussures minimalistes. Alors, on revient 5-7 ans en arrière, on avait la Pure Line de Brooks, on avait... toutes les marques avaient leur gamme de chaussures minimalistes. Et encore une fois, c'était dans l'objectif de prendre ces parts de marché. De la même manière que quand Hoka a commencé à monter en flèche aux États-Unis et que c'était les toutes premières chaussures ultra maximalistes, toutes les marques ont commencé à produire des chaussures ultra maximalistes. De la même manière... avec les semelles de carbone. Exactement la même chose. Alors, Nike a innové avec la semelle de carbone et l'EVA, le nouveau foam plus léger, plus responsive, qui avait un petit peu moins de perte d'énergie. Et toutes les compagnies ont fait leurs grosses chaussures supra-maximalistes avec plaques de carbone et foam particulier. Donc, on voit vraiment que, en fin de compte, il y a quelqu'un qui innove à un moment donné en fonction d'une tendance ou d'une réflexion. Hoka, par exemple, a été les tout premiers, puis ils ont eu leur propre réflexion là-dessus. Et là, tout d'un coup, ils ont vu que dans la population, ça marchait. Et là, toutes les compagnies ont... Ça courait, Blaise. Hein? Là, c'était la course à pied, ça marchait pas, ça courait. Excuse, ça courait, c'est vrai. Et puis en plus, ça vient de la France. Puis en plus, c'était très fort autour de l'UTMB. Et là, en fin de compte, toutes les compagnies embarquent. Mais là, quand toutes les compagnies embarquent dans une tendance, bien évidemment, la tendance est exponentielle. C'est-à-dire que là, on n'est plus juste avec une marque qui fait la promotion de sa marque. On est avec toutes les marques qui font la promotion de l'ultra-maximaliste, de la plaque de carbone, de l'ultra-minimaliste et ainsi de suite. Donc, les tendances... C'est le jeu du marketing, c'est le jeu de la vente, c'est le jeu de prendre des parts de marché. Moi, ce qui m'intéresse en arrière de ça, c'est quelle est la valeur de ces chaussures-là d'un point de vue prévention, d'un point de vue confort, d'un point de vue performance ou d'un point de vue traitement de pathologie. Et je peux vous faire une histoire très, très courte. Plus la chaussure est lourde, technologique, rigide, avec des technologies de contrôle de la pronation, avec de l'amorti, avec des drops élevés, plus ces chaussures-là vont amener des techniques de course qui vont être peu protectrices. Plus d'attaque talon, plus de force d'impact, des pas plus grands, et ainsi de suite. La littérature est unanime sur le sujet, c'est-à-dire qu'on n'a pas de doute sur ces points-là. On sait aussi que plus les chaussures sont grosses, maximalistes, plus elles vont stresser le genou, la hanche et le dos. Par contre, elles vont moins stresser le mollet, le tendon d'Achille et le pied. Donc, on voit que les chaussures, qu'elles soient minimalistes ou maximalistes, peuvent être, pour un professionnel de la santé, un outil thérapeutique. On peut utiliser une chaussure plus minimaliste pour réduire le stress sur le genou, une chaussure plus maximaliste pour réduire le stress sur une pathologie de pied. Et ce qu'on sait aussi, qui est extrêmement clair, encore une fois, c'est que plus la chaussure est légère, plus elle est performante, moins elle amène de consommation d'oxygène. Le poids dans les pieds est 10 fois plus coûteux que le poids sur le ventre. Donc, quand on augmente le poids de 100 grammes d'une chaussure, c'est comme si on rajoute 1 kilo sur le ventre. En fait, sur la consommation d'oxygène, ce poids au bout de nos jambes, avec les bras de levier que ça amène, a un coût énergétique très important. La chaussure qui se veut performante doit être le plus léger possible. Même toute la nouvelle gamme des chaussures performantes de Nike, la Next pèse 180 grammes dans la pointure 9 à peu près. On a été beaucoup plus bas que ce qu'on avait avant avec les Adidas de marathon, qui est du 240 grammes grossièrement. Donc, on a réussi quand même, avec ces nouveaux foams, à faire quelque chose de très intéressant, alléger les chaussures. Donc,
On a de la science qui nous oriente, il y a des consensus d'experts sur certains sujets. Tout le monde s'entend, par exemple, sur la question du poids et de la performance. Il n'y a personne qui dit, si on met du poids dans les pieds, ça va augmenter la performance. Il n'y a personne qui dit ça. Ça, c'est très, très clair. Là où, après ça, il y a des questions scientifiques fondamentales à se poser, c'est est-ce que vraiment une plaque de carbone ou ce type de forme ou l'ergonomie de la chaussure ou le talon surélevé ou l'épaisseur a une influence sur la performance. Et c'est là que ça devient intéressant de regarder ce qui se fait dans la littérature pour pouvoir déterminer, parce que là, il y a un flou beaucoup plus important. Typiquement, la course avec des chaussures ou la course avec des sandales ou la course pieds nus, et je pense que ta réponse va être ça va dépendre de l'anatomie, de la morphologie de chacun, et est-ce que ça va avoir des vertus thérapeutiques ou pas, ça va peut-être dépendre aussi des différents problèmes que peuvent rencontrer les coureurs, non? Oui, alors je te donne un exemple. Si moi j'ai une pathologie chronique au niveau des têtes métatarsiennes, j'ai des douleurs en dessous du pied de très longue date, probablement que de l'amorti va m'aider à pouvoir courir plus, à pouvoir mieux m'entraîner puis à être plus performant aussi, donc secondairement. À l'inverse, quelqu'un qui a des problématiques lombaires avec de l'arthrose disco multi-étagée entre les disques et les facettes, j'ai des problématiques lombaires de longue date, des chaussures plutôt minimalistes vont probablement m'aider à réduire le stress sur le dos et à mieux gérer mon entraînement et à pouvoir m'entraîner davantage. Et à avoir une technique de course qui va être plus protectrice en lien avec les chaussures et en lien avec d'autres conseils de technique que je pourrais aussi enseigner aux patients. Donc oui, on va choisir ces chaussures-là en fonction de l'individu, différentes pathologies, mais très peu la morphologie ou la manière dont il est construit. Je donne un exemple très simple. Les pieds plats versus les pieds creux n'ont pas de lien avec les pathologies et n'ont aucun lien non plus avec la chaussure. Alors, il y a cette fausse croyance que les pieds plats doivent porter des chaussures avec antipronateur. On vend dans toutes les boutiques ce concept-là. En fin de compte, tu rentres dans la boutique et si tu as un pied pronateur plat, on va te vendre un antipronateur. Les études montrent que ça ne fonctionne pas pour réduire l'incidence des blessures. Et encore une fois, ici, on peut trouver une étude qui dit oui, une étude qui dit non. On regarde l'ensemble des études ensemble. On n'arrive pas actuellement scientifiquement à dire qu'il y a un avantage à faire ça ou qu'il y a un aspect protecteur. Les recommandations vont être beaucoup sur le profil du coureur. Alors, un débutant qui commence la course à pied devrait débuter tout de suite avec des chaussures à tendance minimaliste. Et je veux dire à tendance minimaliste parce qu'en fonction des habitudes de l'individu, on peut aller vers de l'ultra minimaliste, comme les Five Finger ou des chaussures très très minces, versus il y a toute une gamme de minimalisme à différents degrés jusqu'à l'ultra maximaliste. On a ce qu'on appelle l'index minimaliste qui est un continuum, une échelle sur 100%. C'est une étude qu'on a publiée pour pouvoir bien les quantifier. Et on peut les placer sur cette échelle et on sait que les chaussures plutôt minimalistes sont préférables pour les débutants parce qu'ils vont avoir des meilleures techniques de course. Quand je dis meilleures, c'est plus protectrice, donc des cadences plus élevées, moins d'attaque talon, moins de force d'impact au niveau de l'attaque talon. À l'inverse, quelqu'un, par exemple, qui est habitué à des chaussures traditionnelles, donc ce qui se vend le plus, c'est du 10 à 20% d'indice minimaliste, c'est des chaussures grosses, talons surélevés moyenne de 10-12 cm, épaisse, relativement lourde. La chaussure traditionnelle, qu'on appelle aussi maximaliste. T'allais dire, Hermano? Non, tu disais 10-12 cm. Tu veux plutôt dire 10-12 mm? Millimètres, oui, excusez. Dans l'épaisseur du talon versus à l'avant-pied, on est à 10-12 mm de différentiel, qui est le drop moyen des chaussures actuelles. On ne sait pas pourquoi, hein? Ça sert absolument à rien. Mais c'est le standard de l'industrie. Et quand tu es habitué au standard de l'industrie de longue date, la grosse question, c'est est-ce que tu veux vraiment changer tes habitudes? Parce qu'au moment où tu changes tes habitudes, tu cours le risque de te blesser. Donc, c'est toujours cette fameuse question. Ceux qui se sont fait recommander ce type de chaussures-là ou qui se sont fait rien recommander mais qui l'ont acheté parce que c'est ce qui est disponible sur le marché, s'ils n'ont pas de blessure, s'ils ne veulent pas améliorer leur performance, on leur recommande de ne pas changer d'habitude parce qu'au moment où ils changent d'habitude, ils courent le risque, bien évidemment, avec une chaussure, par exemple, plus minimaliste, d'augmenter le niveau de stress sur le pied, un pied qui est désadapté au port chronique de cette grosse chaussure de longue date. D'où le fait que de plus en plus on parle, pour ceux qui en tout cas sont intéressés par la tendance minimalisme, de transition vers le minimalisme. Parce que comme tu le dis, en tout cas ceux de notre génération, on a été habitués à courir avec des grosses chaussures, des chaussures avec de l'amorti. Parfois on nous a expliqué qu'il fallait courir en talonnant. Et maintenant si on veut justement revenir à une foulée plus naturelle, on parle de transiter vers le minimalisme. Alors que finalement c'est pas une transition, c'est simplement... c'est comme ça qu'on est censé courir. Je veux dire, c'est un retour. Il y a moins de 200 ans...
on courait pas avec des chaussures avec de l'amorti. On peut revenir à 40 ans. En fait, en 1970, on était encore avec 50 ans, on était encore avec des chaussures qui étaient ultra minimalistes. T'sais, on a tous été impressionnés par, en 1960 à Rome, par Bikila qui court pieds nus. Mais quand tu regardes le 2, le 3 et le 4e, ils ont des chaussures avec des petites cuirettes super minimalistes qui ressemblent en épaisseur aux Five Finger de notre jour. Donc, mais oui, effectivement, dans la mesure où on a des habitudes, bonnes ou mauvaises, soyons prudents dans les changements qu'on induit, que ça soit pour changer une technique de course, changer une chaussure, changer une alimentation et ainsi de suite. Du coup, il y a un débat qui est quand même assez présent. Tu l'as mentionné tout à l'heure, le livre Born to Run de McDougall. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est fait pour courir? Est-ce que aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'habitude, avec les chaussures modernes, est-ce que du coup on s'est déshabitué? Est-ce que le corps humain est encore fait pour courir et est-ce qu'il est fait pour courir autant qu'avant? Est-ce qu'il y a eu un changement? Voilà, je pense que c'est un débat qui est assez présent. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un débat public, mais c'est pas un débat scientifique. Il n'y a pas de débat sur la question. En fait, on se désadapte à l'intérieur d'une vie. On n'est pas désadapté parce que nos grands-pères et nos mères et nos grands-mères avaient des chaussures. On a des cas cliniques nombreux de gens qui, à un moment donné, à un âge X, décident d'être pieds nus et ils vont pouvoir s'adapter à être pieds nus sans aucun problème. En fait, le truc, c'est que n'importe qui a le désir de vivre pieds nus, et parce qu'il y en a des fois qu'on se désire là, qui leur pop dans la tête et qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça faire un marathon pieds nus ». En fait, en fonction des habitudes qu'ils ont dans le passé, de chaussage, ils vont pouvoir s'adapter et le temps de transition va prendre du temps s'ils ont des chaussures de longue date. Mais moi, je vais vous donner l'exemple de mon petit-neveu. Moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean sur une ferme. Et lui, pour on ne sait quelle raison, il n'aime pas porter des chaussures. Il n'est pas bien, il se sent coincé, alors il décide de ne pas porter de chaussures. Et là, tu as ses parents qui disent « mais il faudrait quand même mettre des chaussures et tout ». Puis bon, finalement, comme l'oncle Blaise dit « non, non, c'est bon d'être pieds nus », il le laisse aller pieds nus. Et là, finalement, le petit jeune, il grandit pieds nus et il fait des crosses puis des trails pieds nus. Il est complètement adapté. On n'est pas désadapté dans notre génétique à être pieds nus. On se désadapte, comme humain, à l'intérieur d'une vie, à toujours être en mode de protection avec des chaussures et ainsi de suite. Il n'y a pas de débat là-dessus. En fait, n'importe quelle personne qui a le désir d'être pieds nus pourrait être pieds nus sans aucun problème dans la mesure où il efface tranquillement ses mauvaises habitudes pour s'adapter à cette nouvelle vie. Et on en voit de plus en plus d'ailleurs des marathoniens pieds nus. Après, c'est un peu folklorique quand même actuellement. Toi, ceux qui courent pieds nus des marathons, ou je vais vous donner l'exemple, cet hiver, on a Karim qui a battu le record Guinness de course pieds nus, mais en hiver, sur la neige. Sur un demi-marathon. Donc, on y a organisé un demi-marathon sur un anneau de glace au lac Beauport. Et puis, il a tourné en rond pour faire son demi-marathon en 1h36, je crois, à peu près. Mais lui, il a couru le demi complètement pieds nus. Et cet automne, il a fait un 100 km pieds nus dans les trails du lac Beauport, encore une fois, qui sont super techniques. Et on avait fait la boucle de 5 km du trail de la clinique du coureur et il l'a fait 20 fois. Et il est complètement adapté. Il a fini sa course, on a filmé ses pieds. Il avait des pieds tout à fait neufs et normaux parce que lui a pris l'habitude de courir pieds nus. C'était son désir, il se sent bien comme ça. Bon, je le fais pas, mais lui, il le fait. Et c'est possible. Donc, il n'y a pas vraiment de débat sur est-ce qu'on peut pas. Le débat, il est sur est-ce que socialement, on accepte qu'il y en a qui sont pieds nus. Et si quelqu'un arrive au restaurant pieds nus, si quelqu'un arrive dans le supermarché pieds nus en France ou en Suisse ou au Canada, c'est un bizarre et c'est quelqu'un qui socialement va avoir le regard de tous les autres braqués sur lui. Ça fait partie de notre monde. Si vous allez en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup plus fréquent de voir des gens pieds nus un peu partout. J'ai introduit cet épisode en disant que les habitudes avaient la vie dure. Je voudrais te raconter une petite anecdote. Quand on a enregistré l'épisode de Nakan il y a quelques semaines déjà, je te disais que je venais d'avoir un 4e enfant et tu me disais évite de lui mettre des chaussures. Mets-lui des chaussures le plus tard possible pour que justement il ne prenne pas de mauvaises habitudes. Alors j'ai toujours ça en tête. Je pense que je vais aller chercher mon épouse parce qu'elle veut absolument lui mettre des chaussures. Elle dit il fait froid, il faut qu'il mette des chaussures. Donc redis-le nous s'il te plaît Blaise. Dis-nous qu'il ne faut pas mettre de chaussures trop tôt aux enfants. Alors il ne faut pas en mettre du tout. En fait, il n'y a aucun avantage à mettre des chaussures aux enfants si ce n'est que de les protéger des surfaces dangereuses et du froid. Et même là,
c'est une fausse sécurité parce qu'en fin de compte, l'enfant qui grandit pieds nus et qui porte jamais de chaussures, il va s'adapter aux surfaces dangereuses et au froid. Il va pouvoir courir sur les cailloux, il va pouvoir courir sur n'importe quoi, il va se faire un derme qui est beaucoup plus efficace et en plus, au niveau moteur, il va se développer beaucoup plus vite. Il y a une fausse croyance véhiculée par les professionnels de la santé, les podos, les podiatres, les kinés, les physios, qui ont été des gros promoteurs de ça, la petite bottine d'enfant qui monte un peu plus haut pour tenir les chevilles fragiles de ses enfants. Non seulement c'est de la foutaise, mais c'est clairement mauvais pour l'enfant dans son développement et c'est clairement préparer la prochaine génération de patients avec des problèmes de pied. Moi, je suis propriétaire de cliniques de physio. Les cliniques de physio vont être remplies de gens avec des problèmes de pied et ils sont déjà remplis avec des problèmes de pied de la génération, en fin de compte, qui sont toujours en chaussures et qui sont jamais pieds nus. Bon, donc on l'a compris, marchons un maximum pieds nus. Avant de clôturer l'épisode, je voulais juste revenir sur cette fameuse chaussure à semelle carbone. Parce qu'on a parlé de la mousse et du fait que la chaussure était plus légère, ce qui en soi est un avantage, parce qu'on retrouve quand même de l'amorti et de la légèreté, donc ça finalement c'est quand même pas mal. Est-ce que la semelle en carbone en tant que telle, parce que c'est ça qu'on met le plus en avant, est-ce que c'est vrai que ça représente vraiment un avantage du point de vue de la performance, et alors est-ce que ça a un impact au niveau protection musculo-squelettique? Alors, d'un point de vue protection musculo-squelettique, si vous avez une problématique de pied du style un hallux rigidus, de l'arthrose au niveau de l'articulation, au niveau de la métatarso-phalangienne, le gros orteil, les plaques de carbone peuvent être très intéressantes pour limiter l'extension de l'orteil et protéger cette structure-là, d'un point de vue thérapeutique. Mais d'un point de vue prévention, c'est pas une bonne idée, parce que si on limite le mouvement, on va avoir tendance à ne pas utiliser ces mouvements-là, et ces mouvements-là sont importants pour garder une santé articulaire optimale. Si on le prend d'un point de vue performance, la littérature scientifique présentement n'est absolument pas claire sur le fait que les plaques de carbone pourraient améliorer les performances. Les mêmes qu'ont fait les ASIC, les Nike Vaporfly 4%, l'équipe de Hook, Hammer et Cram, ont fait une étude, entre autres, pour essayer de valider, voir c'est quoi l'apport de la plaque de carbone versus le foam sur la performance et conclut que la plaque de carbone n'est probablement pas l'élément d'amélioration de la performance. Et il y a d'autres études qui semblent montrer que les plaques de carbone ne sont pas l'élément qui améliore la performance avec ces chaussures-là. Si amélioration il y a. Alors, leur focus est de dire c'est probablement beaucoup plus la mousse de la chaussure qui améliore ces choses-là. En fait, il faut savoir que quand on a une chaussure avec de la mousse, on a une perte énergétique. Et ces fameuses nouvelles mousses ont une perte énergétique moins importante que les anciennes mousses. Mais il y a une perte énergétique quand même. La perte énergétique va être tout simplement moins grande si on n'a pas de mousse. Si on est directement au sol, on est par exemple pieds nus. La seule chose, c'est que les études montrent que quand on met un peu d'amorti dans la chaussure, en fin de compte, pour le caucasien étudié, habitué aux chaussures, on améliore les performances avec un peu de mousse. Ces études-là datent déjà de 1983. Donc, il y a déjà longtemps qu'on sait qu'un petit peu d'amorti pourrait être un aspect de performance par le fait peut-être que le pied a moins à travailler pour amortir par lui-même, puis il peut être un peu plus lazy peut-être, ce qui pourrait peut-être expliquer en partie cette partie-là. Mais là, on est parti dans les mousses. En fin de compte, il y avait une étude de Roy en 2009 qui montrait que trop d'amorti, tu avais plus de pertes énergétiques. Pas du tout d'amorti, tu avais un coût énergétique aussi augmenté peut-être par le travail supplémentaire du pied. Donc, il y avait un juste milieu. Mais là, avec les nouvelles chaussures, on n'est plus trop dans le juste milieu, on est dans le plus d'amorti possible. Donc, il y a une grosse interrogation si on a vraiment les chaussures optimales actuellement, d'un point de vue scientifique. D'un point de vue terrain, on voit des records du monde. On est actuellement dans la période où les athlètes se sont jamais aussi bien entraînés, d'avoir la paix et d'être en COVID. Moi, je pense que ça a vraiment une influence. Il y a vraiment des athlètes qui ont amélioré leur performance, rien à voir avec la chaussure, parce qu'ils ont eu plus de temps pour s'entraîner, parce qu'ils ont fait moins de compétition, parce qu'ils ont pu faire une préparation plus adéquate. Moi, je pense que c'est une certaine influence. Depuis 2 ans, 3 ans, il y a un engouement aussi sur la course de route qui a été plus importante encore qu'il l'était dans le passé. Il faut savoir que, par exemple, Kipchoge a quand même s'est entraîné 2 ans avec cette fameuse nouvelle chaussure Nike, avec le nouveau foam, avant de pouvoir rebattre son propre record du monde. Et donc, la grosse question, c'est est-ce que ces chaussures-là améliorent vraiment la performance? Ce qu'on note dans les études actuellement, c'est qu'on a une amélioration qui est, on va dire, 1% à peu près d'amélioration de performance, ce qui est quand même considérable.
dans lequel on ne calcule pas l'effet placebo de la chaussure, dans lequel on ne calcule pas plein d'autres facteurs confondants à travers ça. Parce que l'effet placebo, faut pas l'oublier. Quand tu achètes une chaussure qui vaut $330, donc je sais pas, probablement proche de 300 €. Forcément, tu cours plus vite. Puis qu'en fin de compte, tous les athlètes élites l'ont et que là, tu l'enfiles et que tu sens un bien-être associé avec l'effet de rebond, avec la mollesse, avec XY, clairement, il y a probablement un effet placebo que on ne peut pas enlever de ces fameuses améliorations d'à peu près 1% de la performance actuellement avec ces chaussures-là. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire que y a une étude la littérature scientifique tendait à démontrer que pour le caucasien qui est habitué aux chaussures, il y a effectivement un juste milieu à trouver en termes d'amorti pour améliorer un peu la performance, enfin du moins diminuer la perte d'énergie. Mais est-ce que ce genre d'étude a été fait aussi sur des gens qui ne sont pas forcément habitués aux chaussures? Je veux dire des Africains, des Néo-Zélandais, des gens qui sont plus habitués à marcher pieds nus? Non, justement pas. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu mets un embout d'oxygène pour calculer la consommation d'oxygène, tu les fais courir sur un tapis. Et ta cohorte de population, c'est tous les Français, caucasiens, blancs, qui portent des chaussures depuis qu'ils sont tout jeunes, qui sont complètement adaptés à avoir de l'amorti, un poids dans les pieds et ainsi de suite. Tu les mets sur le tapis et tu les évalues. C'est sûr que tes résultats vont être des résultats pour ce type de population-là. Donc, si on découvre qu'un peu d'amorti, c'est effectivement préférable que du pied nu complet pour la performance, ça ne m'étonne pas du tout, parce que ces gens-là sont complètement adaptés à avoir de l'amorti. La question, c'est est-ce que si tu les entraînes d'une manière X ou si tu prends différentes populations, est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore mieux que de l'amorti? Est-ce que pas d'amorti du tout serait plus performant? Parce que là, ton poids, il n'est pas à 180 grammes, il est à 0. Et on n'a pas de science sur le sujet, on ne le sait pas. Donc, nos recommandations sont aussi pour ces gens-là, ces caucasiens habitués aux chaussures. Donc, nous, on va recommander, par exemple, pour la performance, d'avoir un certain degré d'amorti parce que les études montrent que pour ces populations-là, c'est quand même préférable. Mais ta question est très bonne, Hermano. Merci. Bon, on a explosé le record en termes de temps. Voilà, donc je pense qu'on va en rester là pour l'épisode d'aujourd'hui. Désolé, mais en même temps, c'est des sujets qui sont tellement passionnants et voilà, on pouvait pas passer à côté. On pouvait pas ne pas aborder tout ça. Hier, on a explosé tous les compteurs. On a presque fait 2 épisodes, voire même 3 en un. Mais malgré tout, on n'a pas encore beaucoup parlé de la clinique du coureur. Blaise, j'aimerais savoir un petit peu déjà ce que vous mettez comme outil à disposition du grand public. Tu nous as parlé de l'indice de minimalisme. Qu'est-ce que vous faites autour de cet indice de minimalisme à la clinique du coureur? Alors, l'indice minimaliste est né d'une publication scientifique où on a questionné 42 experts à travers le monde pour faire une définition claire de ce qu'est le minimalisme versus le maximaliste et comment on peut classer les chaussures. Parce que si tu, comme professionnel, tu fais une prescription en écrivant chaussures minimalistes et que la personne se présente dans une boutique pour avoir une chaussure minimaliste, il peut ressortir avec une Hoka qui a 4 mm de drop. Donc, on avait un petit problème de définition. Alors, on a figé tout ça dans un consensus d'experts international, 42 experts, 15 pays, les 5 continents. Et en fin de compte, et cet indice minimaliste-là, moi, comme professionnel, elle est précieuse parce que je prescris mes chaussures en fonction de l'indice minimaliste qui est le meilleur indice pour savoir quel tissu je vais stresser. Est-ce que je vais stresser davantage un pied versus un genou, une hanche, un dos? Est-ce que quelles sont aussi les caractéristiques à l'intérieur de l'indice minimaliste, en fin de compte, que je vais parfois sélectionner de façon plus précise. Exemple, pour la performance, je vais dire une chaussure légère, et ainsi de suite, parce que l'indice minimaliste, c'est 5 critères qui sont le drop, l'élévation au talon, le stack, c'est l'épaisseur de façon générale de la semelle, les technologies de contrôle de la pronation, la flexibilité et le poids, qui est le critère numéro 5. Donc voilà, donc c'est un outil, en fin de compte, beaucoup pour les professionnels de la santé, mais le coureur averti qui veut se positionner puis savoir, sur le site, il peut aller rechercher les chaussures avec les indices minimalistes. On en a plus de 2500 répertoriés et voilà. C'est assez génial d'ailleurs comme outil. Je l'utilise systématiquement dès que je veux tester des nouvelles chaussures, que ce soit en trail, sur piste ou en running normal. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir directement, on peut choisir le pourcentage de minimalisme qu'on veut et puis avoir le choix de chaussures. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même vachement utile parce que c'est vrai que finalement, pour la plupart des gens, ça va être difficile de mesurer par soi-même l'indice de minimalisme, même si c'est expliqué sur le site. Au moins là c'est fait directement.
par vous, et je pense que c'est aussi ouvert à d'autres. Il y a d'autres institutions aussi qui peuvent proposer des nouvelles chaussures. Si je me trompe pas, c'est ça? Oui, en fait, le truc, c'est que l'indice minimaliste, c'est un consensus d'experts international. Nous, on est les auteurs et les promoteurs de cet indice-là initialement, mais l'objectif, c'est que le plus de monde en utilise. Donc, il y a même des boutiques en France qui indiquent l'indice minimaliste sur leurs chaussures. Donc, quand tu rentres dans la boutique, en fin de compte, c'est facile de trouver l'indice minimaliste correspondant. Et je veux préciser, un indice minimaliste de 100%, c'est parce que la chaussure est plus minimaliste. C'est pas parce qu'elle est meilleure, c'est parce qu'elle est plus minimaliste. Et moi, m'arrive pour des conditions particulières de dire je voudrais une chaussure avec un indice minimaliste de 30 à 50% parce que j'ai envie d'avoir de l'amorti, de l'absorption, parce que j'ai une condition de pied qu'il faut que je protège et ainsi de suite. Donc, c'est un indice qui nous aide à prescrire, à recommander des chaussures, à faire des choix plus éclairés, sans nécessairement que ça soit un indice qui nous dit si c'est mieux ou si c'est moins bien. Et même une chaussure 100% minimaliste ne sera pas aussi minimaliste qu'un pied nu finalement. Alors, une chaussure reste une chaussure. Et c'est sûr que si jamais vous voulez vraiment développer des comportements de modération d'impact super efficaces, le mieux reste le pied nu sur des surfaces fermes en plus et non pas sur du sable ou du terrain de foot, mais vraiment sur du bitume pour développer ces bons comportements-là. Donc, effectivement, il y a encore un espace, une distance entre la chaussure la plus minimaliste et le vrai pied nu. C'est d'ailleurs quelque chose qui doit se faire de manière très progressive. Moi, en général, ce que je fais, je cours pas pieds nus de manière générale. C'est vrai que j'ai des chaussures moi-même, même si j'ai tendance à aller vers quelque chose de plus en plus minimaliste. Mais dès que je peux, après mes entraînements, pour mon retour au calme, en général, j'ai tendance à enlever mes chaussures et terminer les 10, 15, 20 dernières minutes pieds nus dès que je peux. Et je pense que c'est une excellente idée. Et quand les athlètes l'intègrent de façon systématique dans l'entraînement, je le recommande souvent au début de l'entraînement, plutôt qu'à la fin dans le cool-down. Okay. Donc, en fait, les pieds sont un peu moins moites, un petit peu plus tolérants. Et en fin de compte, on intègre immédiatement des comportements de modération d'impact plus efficaces. Et quand on enfile les chaussures, on garde une certaine mémoire de ces quelques minutes passées pieds nus à courir un petit peu plus efficacement. Et il y a vraiment tout un intérêt, je pense, même pour la performance, même si on n'en discute pas beaucoup, d'intégrer du pied nu dans l'entraînement. Non seulement dans l'aspect prévention des blessures, amélioration de la technique de course, mais aussi solidification des structures et amélioration du dynamisme au sol, de l'économie de course et ainsi de suite. Écoute, je note, je prends bien note effectivement et j'intégrerai ça dans mes échauffements dès à présent. Rassure-nous, il est jamais trop tard, j'aime pas employer ce mot, mais il est jamais trop tard pour transiter vers la course pieds nus, pour revenir aux sources. Non, jamais trop tard. La seule chose, c'est que selon vos habitudes, selon vos antécédents, soyez prudents. Donc moi, à mes patients, le conseil, c'est 1 minute de plus par entraînement. Et souvent, c'est maximum 2 minutes totales de plus par semaine. Donc, si le mardi et le jeudi, tu es sur la piste à faire tes intervalles et tu vas intégrer un peu de pieds nus parce que c'est facile pour toi, la première fois, tu fais 1 minute, la deuxième, tu fais 2 minutes. Et puis, la semaine suivante, tu pourras faire du 3 et du 4. Donc, on est très prudent dans l'intégration du pied nu et des chaussures minimalistes pour s'assurer que l'individu, en fin de compte, qui fait cette transition, ne se blesse pas. Parce qu'elle est à risque par les habitudes qu'elle a depuis de longue date de s'être déconditionnée par le port chronique de chaussures maximalistes. Une question par rapport aux actions que vous menez aussi avec la clinique du coureur. Est-ce que vous faites de la prévention, enfin plutôt du lobbying auprès des différentes fédérations nationales ou internationales de course à pied, de triathlon ou autres, pour justement autoriser les courses pieds nus? Parce qu'en triathlon, par exemple, suivant les fédérations nationales, il n'est pas toujours autorisé de faire des courses pieds nus. On est obligé de porter des chaussures. Alors, que ce soit un maillot, le torse nu, ça, je pense que ça tombe sous le sens. Mais en course à pied, qu'est-ce qui pourrait nous interdire de courir pieds nus finalement? Ça nous ferait gagner du temps aussi en transition. Alors, ça fait aucun sens d'un point de vue scientifique. On organise une course de trail. Alors, dans le site web de la course de trail, on écrit si vous désirez courir pieds nus, à vos risques et périls, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et si vous voulez courir avec des hauts-cas, à vos risques et périls, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. C'est un choix extrêmement personnel. Et c'est complètement ridicule qu'une fédération statue là-dessus avec l'idée probablement qu'il y a un risque relatif par rapport aux blessures, parce que c'est probablement de ça qu'elle veut se protéger. Et il faut savoir que ceux qui décident de courir pieds nus, habituellement, c'est en toute connaissance de cause, et c'est parce que, justement, ils ont pris des habitudes, et ils ont l'habitude de courir pieds nus. Alors, de souvenir, c'est votre triathlète super fort qui a viré trail, là, qui vient de l'île de la Réunion.
Et qui avait gagné un sprint. Davidos, exactement. Et qui avait gagné un sprint parce que finalement, il était resté pieds nus. Il n'avait pas fait sa transition. Et je pense que comme c'est un triathlon très court, il n'y avait pas eu vraiment de problème. Et je pense qu'il pouvait. Puis bon, il n'a pas gagné parce qu'il était pieds nus. Il a gagné parce qu'il était plus fort que les autres. Mais clairement, en triathlon, il pourrait avoir un certain avantage à finalement... être au moins très bien adapté à courir pieds nus. Parce que d'avoir fait 2 petits triathlons dans ma vie, quand tu fais ta transition, tu sors de l'eau et qu'il faut que tu cours pieds nus jusqu'à ton vélo, il y a une petite zone là où des fois il y a des petits cailloux et tout, et d'être bien adapté, ça peut aider un peu. À ta question, Hermano, on l'a jamais fait de façon officielle en France, ni au Canada. Moi, j'ai fait beaucoup de présentations au comité olympique, à différents groupes de chercheurs au Québec, de groupes organisés. Mais c'est en Espagne où nos Espagnols, représentant la Clínica del Corredor, qui est le versant clinique du coureur en Espagne, eux ont fait des représentations auprès de la Fédération d'athlétisme parce que justement, ils avaient interdit le pied nu à des coureurs de trail. Et après les représentations, finalement, ils ont ouvert en disant oui, OK, c'est correct et en leur apportant de la science et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être un travail qu'on devrait faire s'il y a des fédérations, en fin de compte, qui sont contre le pied nu parce que ça fait aucun sens d'un point de vue scientifique. Effectivement, la seule chose qu'ils peuvent mettre en avant, c'est la prévention des blessures pour éviter d'être tenu responsable s'il y a un bout de verre, un caillou, quelque chose et que la personne se blesse. Après, comme tu l'as dit, quand on se décide à courir pieds nus, on le fait en connaissance de cause, normalement. D'autant plus quand on est un triathlète professionnel, si on parle des triathlètes professionnels. Exact. Je voudrais qu'on parle un petit peu justement sur le business model de la clinique du coureur. Comment est-ce que vous réussissez à survivre? Est-ce que c'est une organisation sans but lucratif? Est-ce que, au contraire, c'est une société avec un but lucratif? Est-ce que vous vendez des prestations aux professionnels, aux particuliers? Comment ça fonctionne? Si tu veux en parler, bien entendu. Alors, moi, je suis très, très à l'aise de parler de business. C'est en France, normalement, que ça vous donne la nausée quand on nomme ce nom-là. Nous, au Québec, parler de business, parler d'entrepreneuriat, ça nous fait toujours plaisir. Donc, c'est vraiment pas un problème. Alors, il y a différentes entités. Il y a la Clinique du coureur internationale. Et après ça, en France, on a la Clinique du coureur France sous la dénomination Running Education, qui est une entité, en fin de compte, légale et fiscale indépendante, duquel la Clinique du coureur international est propriétaire à 80%. Notre core business qu'on vend, c'est des cours et des connaissances pour les professionnels de la santé. Donc, on donne des formations où on regroupe 30 professionnels dans une salle et on leur donne un cours de 2 jours sur comment on prévient, comment on traite les blessures en course à pied. Et on a un registre de tous les professionnels qui font la formation pour que les coureurs puissent retrouver ces professionnels-là à travers le site. Donc, si vous allez sur le site de la Clinique du coureur, cherchez un professionnel de la santé, trouvez un service professionnel de la santé, vous allez, de façon géolocalisée, trouver les professionnels qui ont fait nos formations proches de chez vous. Ces professionnels-là s'éduquent aux meilleures pratiques en payant un frais. Ils payent très cher, 590 € pour faire une formation. Et en fin de compte, ils peuvent faire cette formation et avoir des connaissances. Et après ça, on les entretient dans une certification avec toutes ces connaissances-là. Donc, nous, on trie la littérature scientifique. Et quand tu es abonné à la Clinique du coureur comme professionnel de la santé, tu reçois de l'information continuellement pour continuer d'être à jour dans tes connaissances. Fait que ça, c'est le business model, il est beaucoup autour de ça. On fait aussi des accréditations de cliniques spécialisées, des cabinets, qui, eux, se spécialisent encore plus. Et eux, ils nous payent une redevance annuelle, mais on leur donne plein d'avantages de formation, de X, Y, Z. En parallèle de la Clinique du coureur, on organise une course qui est un OSBL, qui est le Trail de la Clinique du coureur, où on ramasse des fonds pour un organisme qui s'occupe d'enfants défavorisés qui viennent en camp de vacances. Donc, on arrive à ramasser 5 000 $ à chaque année pour cette cause-là. Et on a aussi à la Clinique du coureur un fonds philanthropique. Chaque fois que je donne une conférence, mon salaire et les profits de la conférence vont dans ce fonds philanthropique. Tous mes droits d'auteur du livre La Clinique du coureur vont dans ce fonds philanthropique. Donc, on arrive à le nourrir et à ramasser plusieurs dizaines de milliers d'euros par année avec tout ce qu'on fait. Et en fin de compte, on redonne à des causes de toutes sortes avec ce fonds philanthropique. Quoi dire d'autre? Voilà, si vous avez des questions sur le business, je vous le dis, moi, j'ai aucun tabou là-dessus, donc vous pouvez me poser tout ce que vous voulez. Je suis très confortable avec l'argent, avec est-ce qu'il faut faire de l'argent, est-ce qu'il faut pas en faire, voilà, je vous écoute. Du coup, je me sens un peu mal parce qu'on t'a invité à venir t'exprimer sur le podcast, tu as accepté, bien entendu, bénévolement. Tu nous dis que tous les jetons de présence que tu reçois sont reversés à ce fonds philanthropique. Je me sens un peu mal, du coup, de t'avoir invité gracieusement. Non, mais c'est correct, mais si jamais vous décidez quand même de me donner
50 €, vous saurez qu'on le mettra dans le fonds philanthropique. Bon, tu nous enverras ton compte et puis moi je ferai ma part. T'as parlé de l'Espagne, bientôt l'Italie, tu parlais du Japon aussi. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Dans quel pays? Et c'est quoi les plans pour le futur? Alors, je dirais que le COVID nous a un peu ralenti quand même. Hein? Je sais pas si vous avez eu ça en Europe, mais nous, ça a quand même mis un peu à terre. Le quoi? Ça nous a quand même beaucoup ralenti. Vois-tu, au mois de janvier 2020, je revenais du Japon. On était dans le lancement du marché japonais. Et janvier 2020, et là, on revient, puis tout de suite après, les frontières ferment, c'est la fin. C'est vraiment... Au mois de février, je pars en Italie. Et quand je reviens de l'Italie, mi-février, c'est la fin de l'Italie comme on le connaît, avec le confinement. Mais en fait, c'est toi le patient zéro. Alors, exactement, à un moment donné, je me suis vraiment dit, là, il y a un problème à quelque part. Le N0, le patient zéro, c'est moi. Et donc, le COVID nous a vraiment freinés, mais là, bon, on relance tout. Mais là, ce qu'on a, c'est une entité française qui est très forte. On donne en France, je pense, 150 cours par année si on compte la Belgique et la Suisse en même temps. Donc, c'est beaucoup de formation continue. La France s'occupe de la Suisse et de la Belgique, toute la région francophone. Après ça, il y a l'Italie qui est une entité, il y a l'Espagne qui est une entité et on enseigne aussi des cours ponctuels un peu partout. Donc, on est en train de planifier le Chili, on a déjà été au Brésil, Nouvelle-Zélande, on a une enseignante qui est là-bas avec l'Australie, Jean-François Escudier qui est le recherche-développement, le master de recherche et développement, le leader qui habite à Vancouver, s'occupe plus du marché de l'Ouest, donc beaucoup les États-Unis et Australie, Nouvelle-Zélande. Là, on avait la Chine qu'on développait juste encore avant le COVID. Et là, avec le COVID, on a tout mis à hold. Mais là, la Chine, c'est un nouveau marché un peu particulier parce que là, ça prend un nouveau site web, ça prend des nouveaux enseignants. La barrière de langue est tellement forte que on peut pas enseigner en anglais, donc ça prend des traducteurs tout le temps. Donc là, on a une personne ressource en Chine justement qui est un Canadien qui travaille là-bas, qui est en train de nous développer tout ça. Donc, plein de marchés en développement, ouais. Et alors, comment tu fais pour trouver, alors, pour choisir les pays dans lesquels tu veux développer la marque, la clinique du coureur, et deuxièmement, à partir du moment où tu as choisi ces pays-là, comment est-ce que tu fais pour trouver les bonnes personnes? Alors, on a un expert là-dedans qui est Mathieu Blanchard. Alors, vous le connaissez peut-être dans le monde du trail parce que c'est un très bon ultra-trailer qui est le développement marché international à la clinique du coureur, qui va être à l'UTMB puis qui a fait 13e il y a 2 ans et qui veut performer. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ça va être intéressant. Mathieu, en fin de compte, a des gros documents Excel. C'est un ingénieur de formation. Hein. Donc, lui, il se fait des documents Excel avec des facteurs prédictifs de succès dans les marchés, avec 20 critères, avec plein de trucs. C'est assez complexe, mais il y a des marchés où on sait que ça va décoller. Il y a des marchés où on a un peu de réserve parce qu'on dit, bon, pour plein de différents facteurs, ça va être plus difficile. Et après ça, bien évidemment, souvent, on va donner un cours initialement. Alors, on organise le cours, mais dans les cours, on fait des contacts, on rencontre des gens. On a dans les cours des professionnels de la santé qui sont allumés, éveillés. Alors, je reviens à mes 2 Français qui gèrent la compagnie française. Je les ai rencontrés dans des cours et quand j'ai rencontré Flavio et Florence, je me suis dit, si on veut lancer la France, ça prend un duo, c'est un gros marché. Ça prend un duo, un gars, une fille, un coureur de route, une coureuse de trail, un coureur de 5 km, une coureuse d'ultra trail, avec des compétences très complémentaires. Et là, je les ai rencontrés en disant, est-ce que vous avez envie de rentrer dans l'aventure de la clinique du coureur? Et il faut savoir que la clinique du coureur, c'est une entreprise affranchie, sans hiérarchie, très collaborative, on travaille en cellule, donc quand on lance la France, on est tous à égalité et on lance ce marché-là avec des passionnés qui ont envie de s'investir. On sait un jour qu'on va faire des sous puis qu'on va pouvoir se payer adéquatement, mais au début, on se lance toujours dans une aventure par passion d'abord et avant tout. Et c'est ça, je pense, qui fait la richesse de la clinique du coureur, c'est que dans tout ce qu'on a fait, là, l'Italie est en train de se développer en accéléré. C'est des passionnés locaux qui sont en train de monter l'Italie, parce que si on y allait purement d'un point de vue business, comme on fait du business, ça marcherait probablement pas. Là, tu nous as donné quelques noms de pays où vous êtes présents. Est-ce que vous êtes aussi présent sur le continent africain? Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais souvent, en tête de course, on retrouve pas beaucoup de ces fameux caucasiens blancs adaptés à porter des chaussures dont tu parlais, et bien loin de moi les clichés. Est-ce que vous vous développez aussi sur le continent africain ou sur d'autres continents, dans d'autres pays dits en voie de développement? C'est peut-être la région qui en a le moins besoin finalement. Exactement, ils ont pas besoin de
nos conseils de bonnes techniques de course et de pas de chaussures, ils ont souvent pas trop de chaussures et des bonnes techniques de course. On a été en Afrique du Sud enseigner. Si le COVID n'avait pas existé, on serait allé faire l'expérience 3.0, la clinique du coureur au Kenya. Et c'est toujours dans les plans, donc on est en conception là-dessus parce que dans le business model, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais on donne des cours en présentiel dans les pays, mais après ça, il y a les cours avancés qui sont 10 jours au Québec. Les gens viennent entre 7, 8 à 10 jours et ils viennent, on les nourrit, on les loge. On a 12 experts qui font plein de cours de toutes sortes sur la physiologie, sur la nutrition, sur plein de choses. Et c'est vraiment une semaine complète d'activités, de formation et ainsi de suite. Ça, c'est le 2.0. On fait 4 groupes de Français à chaque année avec ça, donc des professionnels de la santé qui peuvent venir faire cette formation-là quand ils ont fait les prérequis du 1.0 en France, en Suisse, en Belgique, ailleurs. Et on a l'expérience 3.0 où on en planifie un à Hawaï et un au Kenya, en fin de compte, qui est un autre niveau encore, où là, on chapeaute une étude scientifique, on fait de l'expérimentation, on va s'entraîner sur place. Et il y a aussi de la formation, bien évidemment, au Kenya, ça va être vraiment sur l'entraînement, la physiologie, les philosophies d'entraînement. Puis quand on va être à Hawaï, c'est plus sur bouger naturellement, on va avoir du jeûne d'intégrer, il y a plein de choses comme ça. Et les 3.0, c'est Michael Préti à la Clinique du Coureur qui est un peu l'instigateur et le penseur de tout ça, donc qui est en train de faire avancer tout ça. Encore une fois, le COVID nous a un peu ralenti dans nos projets, mais ça va venir prochainement. Donc le 3.0, il faut avoir fait le 2.0 et pour faire le 2.0, il faut avoir fait le 1.0. Est-ce que il faut être professionnel de la santé pour faire ça ou n'importe qui a des velléités, qui veut en apprendre plus, qui veut transmettre ou qui veut se former peut le faire? Alors le 1.0, même s'il est construit pour les professionnels de la santé, il y a 80% de son contenu qui est approprié pour un coureur qui veut vraiment en apprendre plus. On a toutes sortes de gens qui sont venus dans ce cursus de 1.0. C'est un cours de 2 jours. Pour faire le 2.0, il faut absolument avoir fait le 1.0. Le 2.0, si tu n'es pas professionnel de la santé, tu n'auras pas beaucoup de plaisir autre que pour les restos, les soirées et tout ça. Mais pour le cursus, en fin de compte, c'est très porté clinique. Donc, on ne regroupe que des professionnels de la santé. Par contre, pour le 3.0, il va être ouvert au 2.0, bien évidemment, qu'attendent la prochaine expérience, mais on va l'ouvrir probablement plus large à ceux qui auront vécu le 1.0, puis qui ne seront pas venus au 2.0, puis qui ne seront peut-être pas des professionnels de la santé, vont pouvoir faire le 3.0. Et on organise, je vous ai pas tout dit là parce qu'il y a plein d'autres choses, mais on va avoir aussi de la survie au Québec au milieu de l'hiver. Il y a plein de choses comme ça. Donc là, on va certainement accepter plus de gens qui ont envie de vivre des expériences à travers la clinique du coureur et non pas seulement des professionnels de la santé. Donc oui, les gars, vous pourrez vous inscrire à un 3.0 à un moment donné. Bon, super. Moi, je suis en pleine reconversion professionnelle, personnelle, sportive et tout, donc je prends bonne note. Messieurs, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui, même pour la semaine. C'était vraiment un échange très instructif et que j'ai beaucoup apprécié. Encore une fois, Blaise, je te remercie pour tous ces échanges, pour cette franchise, pour ce partage, pour le temps que tu nous as accordé. N'oublie pas de nous envoyer ton compte en banque pour qu'on puisse contribuer au fonds philanthropique. Où est-ce qu'on retrouve la clinique du coureur, même si je doute qu'il y ait des gens qui ne sachent pas, mais comment est-ce qu'on vous retrouve? Alors sur Google, vous marquez la clinique du coureur et vous allez tomber sur le site qui est lacliniqueducoureur.com et via le site web, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez nos connexions de tous les médias sociaux, vous avez beaucoup d'informations éducative gratuite. Donc, il y a plein de vidéos éducatives, il y a plein de choses essentielles comme c'est quoi la quantification du stress mécanique, c'est quoi l'indice minimaliste, comment bien courir pour pas se blesser. Il y a beaucoup de choses sur le site qui sont gratuits et accessibles à tout le monde. Et si jamais vous avez besoin d'un service de professionnel de la santé, vous avez le registre de tous ceux qui ont été formés par la clinique du coureur. Donc, proche de chez vous, en fin de compte, vous pourrez trouver une boutique, une clinique, un cabinet avec un professionnel, avec un entraîneur qui vont pouvoir répondre à votre besoin. Je vous ai pas dit non plus, mais il y a une autre chose. Il y a coaching du coureur. Donc, le coaching du coureur, on l'a parti au Québec. Ça arrive en France dans la prochaine année. On fait du coaching. En fin de compte, il y a tout un groupe de coachs formés aussi par la clinique du coureur qui vont pouvoir faire du coaching personnalisé. Donc, plein de synergies qui vont se développer. Tu me parlais, Hermano, d'une redirection de
carrière. Donc, il faudra voir comment on peut marier certaines choses ensemble. Mais clairement, coaching du coureur, aller explorer ça, on a un partenariat avec Nolio et on fait du coaching, c'est vraiment cool. Nolio, on l'a reçu aussi dans Nakan et puis il va falloir qu'on les reçoive, un de ces quatre, les gars de Nolio. Ils opèrent aussi dans le triathlon. Exactement. Génial. Blaise, un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé autant de choses. Je pense que ce sera une série d'épisodes à écouter, à réécouter plusieurs fois. C'était très riche en informations. Comme ton livre à mettre sur sa table de chevet. Exactement, mais pour le coup c'est pas une blague, hein. Il est vraiment sur ma table de chevet. Super, merci beaucoup à tous les deux. Olivier, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine et puis Blaise, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. On reste en contact et puis de toute façon dès qu'on aura des questions dans le podcast sur la course à pied ou autre, je sais qu'on aura une oreille attentive avec. Exact, puis dans les 2 semaines qui précèdent l'UTMB, je suis à Chamonix. On enseigne, on va dans la montagne, on se fait nos réunions avec toute l'équipe italienne, belge, espagnole, française. On se réunit tout le monde, on a 3 chalets de louer, puis on fait tout ça. Donc, et il y a toujours le petit party mythique avec les VIP. Donc, vous êtes invités à Chamonix pour venir nous rejoindre. Vous avez mes coordonnées, mes numéros, donc vous m'appellerez. On ira marcher et courir dans la montagne. Ça marche. Super, écoute, je note. Salut Blaise. Merci beaucoup Blaise, à très bientôt. Ciao guys. Salut Blaise. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.